L'historien du village, s'il traîne ses guêtres dans les fonds d'archives, s'il le fait d'ailleurs de manière de plus en plus numérique aujourd'hui, grâce à la numérisation des fonds comme celle réalisée par les archives départementales de l'Hérault, qui donnent désormais accès à tous les fonds communaux, excepté les matrices cadastrales, l'historien des villages se doit également de les tutoyer, physiquement, d'aller à leur rencontre, de les visiter. Parfois, s'il est bonhomme, ou s'il croise quelqu'un de plus bonhomme que lui, il engage la conversation sur l'histoire et notamment sur celle de la localité où il se trouve. Et assez étonnamment, il se rend compte que parfois, voire souvent, les mêmes histoires lui reviennent estampillées d'origine locale contrôlée. C'est par exemple les ponts du diable, qui se comptent par dizaines, voire même par centaines. Même le pont du Gard est affublé de sa fable qui puise dans cette légende médiévale. Mais plus intéressant est l'histoire de la brèche. Cette histoire m'a été racontée plusieurs fois, et je garderai par devers moi les localités où elle court, sauf une, celle où j'ai grandi, et à laquelle je dois comme une espèce de vérité historienne. On trouve par exemple à Colias, village baigné par deux rivières, s'ouvrant sur un canyon, et l'un des, sinon le berceau de la Picholine, à Colias donc, il y a une rue de la Brèche, qui est censée devoir son nom à une ouverture pratiquée dans le rempart, sans doute pour faciliter les allées et venues en période de paix. Rien n'étant fantastique dans cette histoire, il n'y a rien à redire, sauf qu'on a fini par y coller des événements d'importance afin de valoriser le village. Cette brèche aurait été l'œuvre de Richelieu lui-même, désireux de créer un passage pour que le carrosse royal puisse se rendre au château pour y prendre une nuitée. Or, la même histoire me fut racontée ailleurs. Et à tout prendre, il ne faut lui accorder aucun crédit. Pourquoi ? D'abord parce que l'humiliation qui consiste à briser un rempart pour manifester la soumission d'une localité au roi, son seigneur, n'a aucun sens s'agissant d'un village de 500 âmes, qui ne représente aucune menace. Ensuite, le comportement exemplaire du point de vue des catholiques, des habitants de Colias, pendant les guerres de religion, ne faisait pas de ce village une cible particulière. En effet, ils réussirent à mettre seuls en déroute les assaillants qui avaient pris le village et les ont jetés dehors dans les années 1580, ce qui leur a valu une reconnaissance de l'Église sous la forme d'une baisse du taux de la dîme. Ensuite, le château étant situé à l'opposé de la brèche, il aurait fallu traverser l'intégralité des ruelles du village. Or, l'exiguïté, la saleté et le caractère chaotique de la voirie ne laissent pas imaginer une seule seconde que l'on ait pu penser engager un carrosse avec le roi à l'intérieur dans cette galère. Cette histoire à dormir debout n'en reste pas moins intéressante. Elle raconte une autre histoire, celle d'érudits de village qui écrivent l'histoire en mêlant des éléments locaux, ici l'existence véritable d'une brèche, avec des éléments de l'histoire du royaume, ici la décision de Louis XIII et de Richelieu de raser les fortifications médiévales des villes et des bourgs après la révolte du duc de Rohan. Il y avait sans doute là comme un désir de faire entrer ces petits villages dans la grande histoire, comme le regret que la grande histoire ne s'occupe jamais des petits villages et des gens de peu. Il n'est pas improbable que cette petite histoire ait été inventée à la fin du XIXe siècle. À cette époque, le régionalisme se déploie et valorise le monde rural. L'école des annales va très vite régler le problème des petites gens et des petits villages dans l'histoire. Pour finir, à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des petites localités, je livre à la méditation ce mot d'historien que je dois à François-Xavier Emmanuelli. Il n'y a pas de petites histoires, il n'y a que de petits historiens.